Alors, nous étions au débat en 92, hein, si je reprends, et puis on va arriver naturellement à l'âge mûr de l'entreprise, et j'aimerais que vous me parliez de la biodiversité, parce que le mot est revenu plusieurs fois, Tout à fait. mais comme nous ne sommes pas, à part vous, des spécialistes, il est bon que les choses soient répétées. Tout à fait. Bon, la biodiversité, c'est un mot très récent, enfin, il est utilisé de manière courante, mais c'est un mot qui date globalement de 1992, du sommet de la Terre de Rio, qui a mis en avant pour la première fois la grande extinction des espèces qui est en train de se produire actuellement du fait de l'homme, du fait de l'anthropisation des territoires. Et la biodiversité, ça veut dire la diversité du vivant. Alors la diversité du vivant, on pense immédiatement aux espèces, la diversité des espèces, mais c'est plus subtil que ça. Ça intègre aussi la diversité génétique. Une espèce, si elle est appauvrie génétiquement, elle a très peu de chances de survie. La diversité de ce qu'on appelle des niches écologiques. Vous avez des territoires qui sont diversifiés parce que vous avez des espèces qui vont coloniser chaque endroit. Par exemple, si vous prenez un sujet qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les poissons en Guyane. En Guyane, vous avez une biodiversité extraordinaire dans les rivières parce que vous allez trouver des poissons partout. Vous allez trouver ça, il y en a qui vivent dans les bouts de bois. Prenez un bout de bois, vous le sortez de l'eau, dedans il y a des poissons. Ils vivent dedans. Il y en a qui vivent enfouis dans les berges, il y en a qui vivent à la surface, il y en a qui vivent au milieu de l'eau, il y en a qui vivent au fond de l'eau, il y en a qui vivent sous les pierres, il y en a qui s'enterrent dans le sable, etc. Vous avez une diversité extraordinaire, et c'est ça la biodiversité, par rapport à, on va dire, un étang de pêche classique où vous allez avoir que des prédateurs, vous allez avoir, on va avoir que des black bass ou que des truites arc-en-ciel qu'on aura introduits. Là, vous allez avoir une grosse bande de poissons affamés et hagards qui tournent au milieu de l'eau. Et il n'y aura rien dans les berges, il n'y aura rien dans le sable, il n'y aura rien à la surface, etc. Vous voyez, cette notion de biodiversité, elle dépasse le nombre d'espèces qu'on trouve. D'accord. Bon, alors, c'était clair et en même temps amusant. Merci. Comment la biodiversité peut-elle se décliner autour de métiers que vous n'aviez forcément pas prévus au départ, mais qui aujourd'hui, finalement, sont toutes les facettes de votre activité économique, comme on l'a vu, non seulement en France, mais dans le monde entier. Alors ça, c'est un peu plus compliqué pour quelqu'un qui est extérieur à vos passions et à votre entreprise, de saisir comment tout ça peut s'articuler. Oui, en fait, ça s'est articulé naturellement. Alors, le gros du sujet, quand même, c'est la réglementation environnementale. C'est-à-dire que, à partir comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, la loi de protection de la nature fondatrice, c'est la loi de 1976, mais ensuite, en 1992, il y a eu ce qu'on appelle la directive Habitat, qui est une directive européenne qui demande à ce que l'on protège un certain type d'espèces et d'habitats naturels dans toute l'Union européenne. Voilà. Et ensuite, il y a eu d'autres lois qui sont la loi sur l'eau, la loi sur le littoral, sur la montagne, etc. Et on a finalement tout un arsenal réglementaire qui s'est mis en place pour que les projets soient meilleurs, pour que les projets impactent moins. Et ce qui a progressivement fait rentrer notre métier dans l'ensemble des projets finalement qui se déroulaient. Alors, on parle de projets d'aménagement, mais ça va beaucoup plus loin. Par exemple, on a aussi tous les programmes, tout ce qui est, par exemple, les plans d'urbanisme. Lorsqu'une commune va établir son PLU, son plan local d'urbanisme, elle va définir des zones à construire, des zones agricoles, des zones naturelles. Et la manière dont ce document est réalisé a un impact sur l'environnement. Si on décide de construire toutes les zones naturelles, alors on a un gros impact. Et pas seulement au moment où on construit, mais au moment où on fait le plan. L'impact, on a un impact latent, en fait. Et donc, ça veut dire que des gens comme nous, et nous-mêmes, nous sommes associés à l'élaboration de ces documents d'urbanisme pour conseiller finalement les différents protagonistes qui établissent ce plan, en particulier les élus, pour les aider à développer leur territoire tout en protégeant la nature. Autre exemple qui est très parlant, c'est les grands événements sportifs. De manière générale, les grandes manifestations. À partir du moment où vous allez réunir des milliers de personnes quelque part, ces gens-là vont avoir un impact sur leur environnement. Par exemple, on travaille pour le Tour de France. Le Tour de France qui fait le Tour de France, comme son nom l'indique, un peu moins loin. Dans tous les coins de France, et un petit peu à l'étranger d'ailleurs maintenant. Et lorsque vous avez des milliers de personnes à un endroit qui applaudissent les cyclistes, ils mangent, ils jettent des papiers, ils piétinent les territoires.
etc. Et là-dessus, il y a des études préalables que nous faisons chaque année pour le Tour de France. On fait finalement le circuit et on établit les zones sensibles en termes de biodiversité où il faut prendre certaines précautions qui sont souvent très simples. Hein. Si mettre du rubalise autour d'une station de plantes protégées, pour que les gens puissent voir le Tour de France. Notre objectif n'est pas d'empêcher les gens de voir le Tour de France. C'est de la prévention. C'est la prévention. Voilà, c'est la prévention, c'est de l'organisation, c'est quelque chose qui se passe bien. Et là, on vient d'avoir le marché de la route du Rhum. Voilà, c'est sympa la route du Rhum. Oui, c'est vrai que ça marche. Notamment pour la part terrestre, pour le départ en Bretagne, où il y a des tas de gens qui se massent sur les falaises en particulier. C'est très intéressant, ça montre le niveau maintenant de perception de l'environnement et de l'envie de travailler sur la prévention. C'est-à-dire, on ne sait pas forcément si ça va impacter, mais quand on est dans une zone naturelle, un site Natura 2000, voilà, ou une réserve, ou un parc national, que le Tour de France va passer, c'est pas l'empêcher, c'est vérifier avant qu'il n'y aura pas d'impact trop fort et faire en sorte de, on va dire, de limiter les nuisances quand on peut comprendre et trouver des solutions. C'est quand même assez nouveau, quoi. Oui, alors, si je comprends bien, vous avez aussi donc, de ce fait une activité de formation explicite et implicite, parce que à force de vous entendre, de vous consulter, à la limite, les différents organismes, après il y a des questions qui ne vous posent plus, parce que vous avez déjà apporté des réponses plus globales. Mais... Il y a un aspect formation et il y a un aspect conseil. Voilà. C'est-à-dire que formation, on a un secteur formation vraiment formel où on forme pas mal de gens de l'administration en fait, à comprendre leur propre règlement. C'est paradoxal. Voilà. Le problème c'est l'administration, les gens sont très compétents, mais ils restent souvent 3-4 ans dans un poste et après ils vont faire autre chose. Donc on voit arriver dans l'environnement des gens qui ont construit des routes ou qui ont fait toute autre chose ou qui sont occupés de la politique agricole en matière de je ne sais quoi et qui se retrouvent à gérer les espaces naturels. Donc à la base, ils ne savent pas, donc on est bien obligé. Donc on fait ces formations, on a un secteur formation pour l'administration, essentiellement, hein, et les élus, hein, mais aussi, effectivement, comme vous dites, tout ce qu'on fait, c'est de la formation. Et quand je parle de conseil, là, c'est quelque chose en plus sur lequel on veut accentuer en ce moment, et ça, c'est un message à faire passer en matière d'environnement, c'est l'anticipation. Les questions environnementales ne se traitent pas au moment où on s'apprête à mettre un coup de pioche pour faire un projet. C'est trop tard. On ne peut plus faire grand-chose pour simplifier. Ça se traite en amont, lorsqu'on conçoit les choses. On se dit, on va aménager un territoire, comment on va le faire? Ou on va implanter, je ne sais rien, un magasin pour une entreprise ou un bâtiment nouveau, où on va le mettre? Ou une collectivité, voilà, on va mettre notre ZAC, où mettons notre ZAC? Si on n'a pas cette anticipation, on met les choses au mauvais endroit, on investit de l'argent dessus, on intègre des protagonistes. Je prends l'exemple d'une ZAC par exemple, vous allez investir sur un terrain, vous allez ensuite contacter des entreprises pour venir s'installer là, les entreprises vont dire bah oui, on va avoir des projets, elles vont se préparer, et tout le monde investit de l'argent sur un terrain, et on se rend compte, dernier moment, c'est le mauvais terrain, c'est là où il y a une biodiversité extraordinaire, c'est le dernier endroit où il fallait mettre une ZAC. La presse locale se fait largement l'écho de ce type de problème. Hein. On rentre dans les détails, mais je crois qu'on rentre pas dans les détails. Mais ça se règle complètement par l'anticipation. Si, avant de choisir un site, quelque part, on vient nous voir, et je dirais pour franchement une dépense très modique pour la collectivité, savoir que le site numéro 1 pose aucun problème, le site numéro 2 en pose énormément, c'est une aide à la décision. Un gain de temps, un gain d'argent. Hein. Énorme. Alors après, une fois qu'on a choisi un site, moi je comprends aussi que on a investi beaucoup dessus. C'est logique que les gens s'accrochent pour faire les choses. Et après, on rentre dans des conflits écologiques, on rentre dans des batailles juridiques entre la collectivité et l'administration, etc. Voilà. Mais c'est presque inévitable. Voilà. Nous, on essaie d'aider toujours nos clients à s'en sortir. C'est la base, hein, sinon on ne fait pas notre travail. Mais quand c'est pas bon, au départ, c'est très difficile. Bien sûr. J'ai envie de revenir vers Michel pour lui demander comment l'activité édition-communication a évolué parallèlement à cette évolution. En fait, dès le départ, on est parti sur un schéma de livres qui étaient des sortes de Bible, hein, et qui existent toujours. Mais après, on a développé des partenariats et des coéditions avec le Muséum national d'histoire naturelle. On a une collection commune
commune, qui permet deux collections communes, effectivement, et dont une s'appelle Inventaire de biodiversité, et qui permet donc de mener à bien des projets d'ouvrages que eux peuvent amener, ou que nous pouvons amener parce que nous trouvons des auteurs. Et à noter que dans certains cas, nous mettons en tant qu'auteurs nous-mêmes la main à la pâte et nous sommes auteurs de certains de nos ouvrages ou au moins co-auteurs. Et donc on travaille beaucoup sur le fond de nos livres. On n'est pas juste à prendre le travail fait par les autres qui souvent on cherche des bons auteurs, donc on a des bons travaux, mais on injecte dedans des améliorations en collaboration avec eux, en collaboration avec le muséum, etc. Si j'ai bien compris, il y a une sorte de synergie finalement entre vos différentes activités. Voilà, et vous avez effectivement cette synergie, et vous avez beaucoup d'experts de biotopes qui travaillent sur nos livres et qui apportent leurs compétences à ces sujets. On a aussi il y a la communication. Communication, c'est un grand mot, voilà, mais c'est cette communication, parce qu'on réalise soit des produits, des plaquettes, des expositions, des brochures pour des clients qui peuvent être le ministère de l'écologie ou alors d'autres entreprises qui ont besoin de communiquer sur l'environnement et qui ne savent pas toujours comment faire. L'interaction entre à la fois donc, la partie bureau d'études donc, tous les experts, les biotopes qui font des études réglementaires ou autres, et la partie communication qui représente, enfin la communication édition qui représente une quinzaine de personnes, à peu près, qui est basée à Metz. Vous pourrez croire l'édition, la communication c'est à Paris, non, c'est bien ici. C'est aussi, ça s'exprime aussi, enfin cette interpénétration, c'est aussi simplement la photo. C'est-à-dire que la plupart des experts spécialistes de faune, de flore sont des photographes qui vont du coup par leur métier voyager beaucoup aussi, tout simplement en France ou régionalement, et faire beaucoup de photos. Et ces photos alimentent par exemple la banque photo qui sert ensuite à illustrer des livres, des plaquettes, des expositions. Donc ça c'est vraiment un lien très fort qui peut y avoir. Dessus, c'est qu'on peut puiser dans notre stock d'images, on a des milliers et des milliers de photos de presse que l'on voit. Oui, c'est ce qu'on voit autour. Tout à fait, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est a priori, la caméra a pris tout ça. Oui, parce que le visuel, c'est quand même le truc premier du naturaliste. C'est qu'au fond, ce qu'il aime, c'est contempler, regarder, observer ce que peut-être les autres ne voient pas spécialement parce qu'ils sont moins passionnés. Et le livre, c'est que l'expression d'une passion. Donc, et ça, c'est vraiment le cas de beaucoup d'experts. Sur le plan plus strictement du travail, vous avez des travaux d'expertise, des études d'impact que nos experts mènent, et dans cette étude, vous avez un volet communication. C'est prévu comme ça, le client va pouvoir produire une plaquette de présentation de ses activités, de sa démarche, des travaux de l'entreprise, pourquoi il a fait, expliquer les choses. Ce qui est logique, il faut expliquer avant que de voir s'expliquer. Nous, pour l'instant, ici à la communication, on récupère le dossier et on en fait quelque chose à porter à connaissance qui va être distribué selon les désirata du client. Pour prolonger ce qu'il vient de dire, on est en train de préparer, d'ailleurs il est sous presse, un livre sur les 20 ans de l'histoire de Biotope aujourd'hui, voilà, qui est un livre c'est un livre qui est pour l'instant pas destiné à être vendu à l'extérieur, mais à être offert d'abord à nos salariés, et ensuite à nos clients et on va dire à nos différents partenaires. On verra selon l'accueil qu'il a, éventuellement on en fera une version qui pourrait être vendue au public plus tard si on voit un intérêt. Qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est le livre de nos salariés. Parce qu'on a aussi des fortes préoccupations sociales dans l'entreprise. Et ce livre, c'est un livre qui met en avant tous les salariés de Biotope qui font de la photographie, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et ça, c'est un panorama des milieux naturels du monde. C'est classé par continent, par zone biogéographique. Et on a des photos absolument extraordinaires de faune, de flore, de milieux naturels, avec chaque fois la personne qui a fait la photo qui raconte une petite histoire autour de la photo. Ils sont tous des salariés ou ex-salariés pour
Oui. de biotope. Certains qui sont partis, notamment Mahusier dont on parlait tout à l'heure, même si ça fait plus de 10 ans qu'il a quitté l'entreprise, il a ses photos à l'intérieur. D'accord. Écoutez, il me reste à vous remercier avec vraiment beaucoup de chaleur et de gratitude parce que vous êtes très pris et vous nous avez consacré beaucoup de temps aujourd'hui, mais un peu en amont en préparant cet entretien. Mais comme vous êtes des gens passionnés, on comprend que vous ayez accepté de perdre un peu de temps pour communiquer votre passion pour l'environnement et nous expliquer mieux votre action au bénéfice de l'environnement d'un point de vue global. Donc. Et je dirais peut-être en conclusion que la ville de Metz a beaucoup de chance d'accueillir et de garder le siège social de votre entreprise dans l'enceinte de sa ville, parce que vous donnez une image extrêmement positive dans une démarche qui n'est pas, à mon avis, non plus très étrangère à celle que veut avoir la ville de Metz par rapport à son environnement global. Merci encore et à bientôt peut-être. Merci à vous. Merci. Thank you.